Le plein emploi en 2025, est-ce que c'est réaliste? Non mais moi, cette petite musique consistant à dire que on y est, finalement, on y va. Les emplois, on en crée. D'ailleurs, il y en a tellement que les patrons n'arrivent pas à recruter. Je dois vous dire que ça me révolte parce que je pense que c'est une petite musique qui est mensongère et qui est indécente pour les 6 millions de femmes et d'hommes qui sont inscrits à Pôle emploi et qui cherchent un vrai travail, pas quelques heures de boulot où de toute façon ils n'arriveront pas à en vivre, pas un petit job d'une semaine ou d'un jour, qui cherchent un vrai travail. Et la situation aujourd'hui, c'est toujours celle d'un désastre, y compris, moi, quand vous nous faites un tableau, là, vous nous le peignez en rose, mais quand même, Auchan, qui ferme 21 magasins et qui va mettre sur le carreau 700 salariés. Carrefour, qui a annoncé, alors lui, il continuait son plan de suppression d'emplois, 3000 de plus. Je suis allée à Tours il y a 2 jours et il me disait qu'une filiale donc, de Total, Hutchinson, supprimait un service, là encore, c'est encore plusieurs... Vous voyez, des grands groupes richissimes qui osent encore supprimer des emplois, licencier des femmes et des hommes dans une période de crise où finalement c'est un acte criminel. Il rajoute de la misère à la misère, de la précarité à la précarité. Ça, il faudrait l'interdire. Ça commencerait par ça, déjà. Sauvegarder, effectivement, les conditions de vie des salariés, du monde du travail. Vous n'allez évidemment pas dans cette direction. Et puis, encore une fois, les 6 millions de femmes et d'hommes qui cherchent un travail, c'est un vrai travail. Et ça veut dire... Parle, hein. Et ça veut dire... CDI, oui, mais ça veut dire forcément diminuer le temps de travail de ceux qui en ont un, répartir le travail entre tous, sans quoi on le fera pas. Nathalie Arthaud, les entreprises qui ont du mal à recruter et qui estiment qu'il n'y a pas assez de Français qualifiés par rapport à ce qu'ils recherchent, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire que c'est toujours de la faute des salariés, de la population. Voilà, c'est le chômage, c'est manque de volonté, manque de formation, manque de permis de conduire, donc, etc., etc. C'est-à-dire que la faute et le problème de cette société est toujours de la responsabilité des petits gens, des travailleurs qui demandent juste à pouvoir vivre. Hein, voilà. Donc moi, ça me choque. Et vous voyez, ces reportages où on entend effectivement des patrons expliquer leur désarroi face aux problèmes du recrutement, moi, j'en ai un peu ma claque. Hein, parce que j'aimerais que de temps en temps, on fasse des reportages, qu'on aille interviewer, vous savez, ces femmes qui cherchent un boulot depuis des années, qui ont à charge un enfant et donc qui doivent quand même le récupérer de temps en temps à la sortie de l'école, parce qu'après on leur reproche, hein, quand les enfants sont dehors, et je ne sais pas, hein, qu'on interroge ces jeunes qui effectivement n'ont pas eu de quoi se payer leur permis de conduire et qu'on leur demande les difficultés qu'ils ont pour trouver un boulot, qu'on vienne interroger mes élèves. Moi, je travaille à Aubervilliers. Vous êtes professeur ? J'ai des élèves régulièrement qui me disent « Est-ce que vous n'auriez pas un carnet d'adresses d'entreprise où je pourrais faire mon apprentissage, mon BTS en alternance, etc. etc. parce que je galère, parce que je ne trouve pas pendant des mois. » Alors la prochaine fois, vous savez ce que je ferai? Je les enverrai peut-être auprès de vous, auprès de madame, je leur donnerai votre numéro de téléphone parce qu'apparemment, il y a... Voilà, moi j'aimerais bien qu'on entende aussi le point de vue de ces 6 millions de femmes et d'hommes qui sont inscrits à Pôle emploi et qu'on leur pose la question de pourquoi, effectivement, quelles difficultés ils affrontent. Parce que la réalité, c'est que ça n'embauche pas. Mais est-ce que le plan du gouvernement ne va pas dans ce sens? Ça n'embauche pas. Alors, c'est quoi la formation, l'apprentissage? C'est quoi le plan du gouvernement? Je pose la question à Isabelle Sicurel, justement. Alors, c'est pas du tout flou, madame, et ça me fait sourire parce que vous avez fait partie de gouvernements qui n'ont pas fait avancer du tout. Pas moi, non. Non, pas vous, mais je parlais à ma voisine. D'accord. Moi, personnellement, je n'ai pas fait partie de gouvernement, et je rappelle que la dernière fois que nous avons été en responsabilité, il y a eu une crise financière et économique, 2008-2009, sans précédent depuis 1929, qui a forcément amené l'exécutif de l'époque. Oui, tout à fait. En même temps, c'est quand même le système que vous défendez, hein, le système capitaliste. Il a toujours été parcouru de crise, vous l'assumez, vous estimez que c'est le meilleur qui soit. Alors bon, évidemment. Avant de cette question, à présent, Emmanuel Macron a-t-il viré sa cutie économique? Les patrons s'interrogent. Écoutez, ça a fait rire tout le plateau, vous voyez, de poser cette question. Voilà, bien sûr que quand on a un gouvernement qui
explique, qui persiste et signe dans l'idée que, oui, c'était normal de supprimer l'ISF, que les 40 milliards de crédit d'impôt, c'est normal, que c'est la moindre des choses. Quand il y a une baisse de l'impôt sur les sociétés, évidemment, on a un gouvernement qui est au service des plus riches, des plus puissants et des grands groupes, parce que ce sont eux qui encaissent le plus ces cadeaux-là. Et moi, je pense au contraire que ces grands groupes industriels et financiers, que ces grandes fortunes, elles peuvent payer plus d'impôts. Et d'ailleurs, on l'a vu avec l'incendie dramatique de Notre-Dame de Paris. On a vu qu'ils avaient beaucoup d'argent, des centaines de millions qu'ils pouvaient comme ça mettre sur la table. Et d'ailleurs, c'est choquant. Près d'1 milliard d'euros. Ils sont arrivés à 1 milliard d'euros. Vous vous rendez compte? Alors bon, en plus, il va y avoir un crédit d'impôt là-dessus. Alors certains ont dit non, on ne le demande pas, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y a un crédit d'impôt là-dessus. Vous voyez? Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'au contraire, il faut leur faire payer la générosité. Il faut leur faire payer davantage. Voilà, parce qu'il y a de l'argent là-dedans. Et la réalité, c'est que cette politique consistant à dire, allez, déroulons-leur le tapis rouge, faisons tout pour qu'ils réinvestissent, c'est-à-dire casser les droits des travailleurs, parce que quand même le quinquennat du gouvernement a démarré là-dessus, sur les ordonnances travail, où on a effectivement cassé les droits des travailleurs, accentué la flexibilité. Donc cette politique consistant à dire il faut les inciter, ils vont investir, et puis vous allez voir demain la croissance va revenir et ça sera génial pour tout le monde, ça va nous ruisseler dessus, eh bien la réalité c'est que c'est pas vrai. C'est parce que investir aujourd'hui dans la production utile à l'ensemble de la collectivité, ça ne les intéresse que si les profits sont garantis, sont certains, et s'ils sont rapides. C'est ça la réalité. Alors bien sûr, la privatisation d'ADP, ça les attire. De toute façon, c'est simple, c'est comme les autoroutes. C'est le tiroir caisse, il va s'ouvrir, ça va être automatique. Là, les profits, ils vont être là. Mais le reste, ça ne les intéresse pas. Construire des logements, ça ne les intéresse pas. Enfin bon, voilà. Donc, y compris moi, ce qui m'avait choqué dans l'actualité, vous savez, c'est ces groupes pharmaceutiques qui ont arrêté carrément la fabrication de certains médicaments. Voilà, parce que là encore, c'est une question. Débat, je vous laisse échanger. C'est une question de profit. De profit, il n'y a que les profits qui comptent. Si les profits ne sont pas au rendez-vous, ils n'investissent pas. Et au contraire, ça, vous savez, c'est ces milliards qui alimentent la spéculation, la sphère financière. Ilana Sicurel vous répond, ensuite Florian Philippot interviendra. Oui. Je crois que s'il faut changer, si vous voulez, et c'est très important, et c'est ça le changement de mentalité auquel nous sommes en train d'assister, et c'est douloureux, mais on va y arriver, c'est d'arrêter de se dire, de monter les Français les uns contre les autres, les entreprises contre les salariés. Moi, je vais vous donner un exemple de mesure que je trouve particulièrement emblématique, qui est dans la loi Pacte et dont personne n'a parlé, ou très peu. Eh bien, c'est l'intéressement au bénéfice de l'entreprise. C'est une incitation fiscale qui a été décidée, et pour encourager, en fait, le fait que les salariés puissent être intéressés à un bénéfice de l'entreprise. Et ça, pour moi, c'est exactement ce à quoi nous aspirons. C'est-à-dire d'arrêter de penser que l'entreprise, c'est contre le salarié, le salarié, c'est contre l'entreprise. Il faut les inciter, ça ne revient pas à l'esprit. Non, mais ils prennent les profits, ils prennent les dividendes, mais augmenter les salaires, embaucher, ça leur vient pas à l'esprit. Et ça, c'est magnifique parce qu'on se dit que oui, on travaille pour l'entreprise, et si l'entreprise fait des bénéfices, est-ce que c'est suffisant? C'est le capitalisme populaire. Hommage au général de Gaulle, je vous rejoins totalement. Et je pense personnellement qu'on devrait d'ailleurs donner encore plus d'ampleur à cela, parce que c'est ça l'avenir. Parce que la mondialisation, et vous avez raison, elle conduit à des inégalités, mais pour aller contre cela, il faut qu'il y ait un capitalisme partagé. Les bénéfices du capitalisme doivent être partagés. Est-ce que c'est-à-dire le contraire du capitalisme? Est-ce qu'il y a une mesure qui trouve grâce à vos yeux au bout de 2 ans de mandat? Non, bien sûr que non, y compris la réindexation des pensions de retraite. Même pas la division ça a été obtenu par 2 des classes dans les quartiers difficiles. Il a fallu, mais là pareil. Vous voyez, alors déjà la première, il a fallu 4 semaines de mouvement social pour que le gouvernement finalement revienne sur un mauvais coup qui avait été imposé aux retraités. Je parle de la réindexation. Quant à la division par 2 des effectifs en classe de CP et de CE1, je peux vous dire que dans les écoles, comme on a des habillés Pierre pour habiller Paul, le problème il est au même niveau, voilà, et que il faudrait bien plus de moyens. En réalité, le problème, faire beaucoup moins de classes rurales que la démographie le demanderait. Si on veut véritablement assurer au contraire, nous sommes en soutien de l'école rurale et des classes rurales. Vous êtes des magiciens dans ce gouvernement. Pardonnez-moi d'avoir des réponses à vos questions. Vous êtes. Il y a parfois des débats, mais sur les vérités factuelles, excusez-moi, je suis intraitable. Je ne sais même pas à qui vous répondez, manifestement pas à moi, mais bon. Pardon, voilà. Oui, voilà, c'était une discussion entre vous. Bon, écoutez, j'étais en train de parler, donc je vais continuer. Allez-y, après c'est un débat. C'est pour appuyer votre propos sur les classes. Ce qui m'impressionne, c'est vous êtes des magiciens.
Parce que vous expliquez que vous allez mettre 12 élèves par classe en CP, en CE1, sans embaucher d'enseignants. Et là, franchement, tout le monde comprend. Parce que sur le primaire, il y a beaucoup plus d'enseignants. Tout le monde comprend que vous avez enlevé, il y a beaucoup plus d'enseignants. Le taux d'encadrement augmente et augmentera jusqu'à la fin du quinquennat. Et que faisait-il précédemment? Ils se tournaient les pouces, les enseignants qui prenaient des élèves en difficulté. Tous ces moyens-là, vous les avez enlevés. Vous avez des mouvements démographiques, madame. Pourquoi? Et vous aviez moins d'argent sur le primaire que sur le secondaire. Alors, je vais peut-être vous annoncer quelque chose, mais après-demain, vous savez qu'il y a une grève dans la fonction publique. Eh bien, je peux vous affirmer... Oui. 9 mai, le jeudi 9 mai. Le jeudi 9 mai, d'accord. Mercredi 8 mai et jeudi 9 mai, la grève de la fonction publique. Il y aura beaucoup d'enseignants dans la rue, des professeurs des écoles et des professeurs du secondaire. Pourquoi? Précisément pour dénoncer ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire ces effets d'annonce. Vous allez faire tout votre quinquennat en expliquant que vous avez mis 12 élèves en CEP, mais ça ne tient pas debout. La réalité, c'est que dans l'éducation nationale, il manque des moyens. Si vous voulez bien. Voilà, donc effectivement, ça n'a pas de grâce à mes yeux. Et par ailleurs, ce que je pense, c'est qu'à la sortie de ce grand débat, pour répondre véritablement aux revendications des Gilets jaunes, ce qu'il aurait fallu faire, c'est augmenter les salaires, augmenter le SMIC, augmenter les pensions de retraite, c'est cela qui est demandé. Parce qu'aujourd'hui, on peut travailler dur et pas réussir à vivre de son travail. Pour les européennes, 1 200 € pour lutte ouvrière. Pour le SMIC, c'est indigne. Non, 30 secondes, puisque j'aimerais bien sur cette question, je suis quand même tête de liste aussi. Précisément, je pense que les travailleurs, ils n'ont pas besoin d'Europe, ils n'ont pas besoin, y compris de se replier dans les frontières nationales, de votre rejet de l'étranger, etc., pour comprendre une chose, c'est que s'ils veulent des meilleurs salaires, s'ils veulent des embauches, il va falloir qu'ils se battent avec leur force, comme ce qui s'est passé dans le mouvement des Gilets jaunes. C'est ça les perspectives.